TV, la télévision de la diversité. Cast TV, la télé événementielle. Cast TV, la télé événementielle. Cast TV, la télé événementielle. Cast TV, la télévision de la diversité. TV, la télé événementielle. Cast TV, la télévision de la diversité. Cast TV, la télé événementielle. Cast TV, la télé événementielle. Hola, c'est Papa Tony, votre présentateur. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous confortablement sur votre sofa. Alors, j'ai une invitée spéciale ici même au studio d'Engas TV Media Channel. Elle s'appelle Priscilla. Alors, on va parler de droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Alors, Priscilla, comment ça va? Mais bonjour, Bonjour. ça va très bien, merci. Oui, avant tout, j'aimerais que vous nous présentez vous dites votre nom, vous présentez votre organisme, et comme ça, nous allons embarquer dans un train jusqu'à la fin. Et en passant, le thème d'aujourd'hui, c'est celui-là que j'ai dit, et aujourd'hui, le 1er mars, on commence le jour international des femmes. C'est la raison pour laquelle je suis là avec elle. Vas-y. Mais merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Priscilla Nkodia, infirmière clinicienne spécialisée chez les femmes enceintes et les enfants. Et puis, je suis également la fondatrice d'Intime Douceur, une entreprise de services dédiée au bien-être des femmes enceintes et des nouvelles mamans. Ok, quand on parle de femmes enceintes, vous êtes basé ici à Montréal, Canada ou ailleurs? Oui, tout à fait. L'entreprise est enregistrée ici au Canada, à Montréal, mais j'offre aussi des services à l'international, notamment en France. Depuis combien de temps que vous êtes ouvert? Ça fait 3 ans, ici 3 ans. à Montréal, oui. Ok, ok. Et comment vous trouvez ce service ici à Montréal? Je dirais que on m'a Est-ce qu'il y a beaucoup. trop de demandes? Comment ça se passe? Est-ce que vous recevez plus de femmes immigrantes ou immigrées ou les gens d'ici quand même? Je dirais que c'est beaucoup des immigrés, mais les immigrés caucasiens, je dirais, ou ce qu'on dit aussi expatriés. Okay. Oui, voilà. Ça, oui. Donc c'est plus la clientèle que je reçois. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà ces services-là. Okay. Ils viennent souvent d'Europe où ces services sont déjà très développés. Donc ils connaissent. Et puis c'est vrai qu'il suffit que je mette ma pancarte. Okay. Et puis j'ai des appels, des demandes de rendez-vous. Okay. Donc là, ça fonctionne. Par contre, je dirais pour les locaux québécois, oui. Là, c'est une nouveauté. À chaque fois, on me dit, en fait, tu innoves, on n'a jamais entendu parler de ça, on n'a jamais vu ça. Et ça me fait sourire parce que c'est vrai que ça existe depuis, je dirais, peut-être une dizaine d'années en France. C'est vraiment très, très développé. Mais ici, c'est vrai qu'étant donné qu'il y a peu de professionnels qui offrent cette offre de service, oui. On me voit comme une innovatrice un petit peu. C'est bien ça. Voilà. Wow. Et quand on parle, selon notre thème, le droit, justice, action pour les femmes oui. et les filles. Les femmes et les filles, c'est quoi la différence entre une femme et une fille? Je dirais que la femme, c'est celle qui est d'âge, pas nécessairement mature, mais en âge de procréer. Okay. Donc, elle, ça va être ma cliente cible, on va dire. Et les filles, pour moi, c'est la relève. C'est celles qui viennent après, celles qui sont encore peut-être dans la phase de l'adolescence, mais qu'il faut commencer à sensibiliser à l'importance du bien-être. Parce que quand on commence à les sensibiliser tôt, quand elles voient peut-être leur grande sœur, leur tante, leur maman être accompagnées de la sorte, c'est comme si on semait déjà une petite graine en elles qui font que ça va éveiller leur intérêt et elles vont se dire, oui, en fait, j'ai besoin de ces services-là, j'ai besoin de ce genre d'accompagnement. Okay. Voilà. Et ça se fait partout ou seulement ici? Parce que je vois que la culture ici parle beaucoup de femmes, il y a beaucoup de pouvoir qu'on donne aux femmes.
Et on dit même que avant l'homme, avant le chien, avant tout, la femme passe en première. Pourquoi tout ce pouvoir aux femmes? Mais je dirais qu'il y a un historique. Ça vient pas, c'est pas acquis. Quand on parle des droits des femmes, surtout ici au Québec, on voit en fait qu'il y a eu une évolution quand même positive. On voit qu'avant, par exemple, un petit peu partout dans le monde, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte de banque sans l'autorisation du mari. Oui. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes n'avaient pas le droit en fait à l'avortement. Donc, en fait, il y a eu toute une révolution qui s'est mise en place parce que les femmes se sont levées pour se positionner, pour dire, non, en fait, nous aussi, nous voulons être égalité, en fait, avec les hommes. Nous voulons, en fait, revendiquer le droit de travailler, le droit d'avoir un compte en banque, le droit, en fait, d'avoir des entreprises, sans nécessairement passer par l'autorisation d'un mari, d'un père, d'un frère, d'un oncle. Donc, je dirais que l'historique, en fait, vient de là. Okay. Et suite, en fait, à ce bouleversement, cette levée de revendication, je dirais, par les femmes, il y a eu une prise de conscience. C'est que oui, les femmes sont capables, au même titre que les hommes, en fait, d'investir. Elles sont capables, en fait, aujourd'hui, d'avoir des entreprises, d'être impliquées en politique, d'avoir des postes de direction. Et ça, en fait, ça vient de tout le parcours, tout le cheminement qu'on a eu, en fait, dans le passé. Donc, je dirais que ça vient de là. Puis, il y a aussi cette volonté de se dire, on est capable aussi de faire des choses. Il n'y a pas uniquement l'homme qui est le pourvoyeur. Oui, ça va être peut-être lui qui va avoir la plus grosse responsabilité ou la plus grosse charge un petit peu du foyer, mais les femmes aussi ont leur contribution à apporter. Et je dirais que dans le passé, malheureusement ça existe encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de travaux ou de travail invisible. Mais quand on dit travail invisible, ça veut dire travail non rémunéré. Voilà. Ça, Et aujourd'hui, je dirais la difficulté, c'est que les femmes portent une très grosse charge mentale. L'homme, il se lève le matin, il va au travail, il rentre à la maison, il trouve en fait sa femme, ses enfants, il est content. La femme, elle va au travail, elle rentre à la maison, et là, c'est comme, on parle souvent de la deuxième journée de la femme qui commence, parce que il faut laver les enfants, il faut faire à manger, il faut faire le ménage, Puis les hommes, ils sont contents d'entrer, de trouver une maison propre, de rentrer, de trouver des enfants qui ont mangé, qui sont propres, qui sont lavés, qui sentent bon. Mais tout ça, en fait, c'est la femme qui l'a fait. Elle a eu tout ça, en fait, tout ce poids. Et quand on parle aujourd'hui, en fait, de droit, d'égalité, oui, les femmes ont les mêmes droits. À peu près. Je dirais que... Et y a-t-il une reconnaissance au niveau de l'homme de reconnaître que la femme, elle se plie, mais elle ne se brise pas? Est-ce que les femmes ont la reconnaissance? Étant donné que nous sortons du mois de l'histoire des Noirs, que c'est le mois de février, donc dedans, il y a le mois des amoureux. Est-ce que vous pensez que les hommes considèrent ces femmes-là qui sont battantes, qui se battent tous les jours pour mettre la maison propre et aussi travailler à apporter un peu de sous à la maison? Oui, mais en fait, je dirais, il faut une prise de conscience générale. Parce que, je dirais, dans les communautés afro, parce que je parle vraiment de la communauté afro, il y a aussi les mentalités qu'il faut changer. Parce que si vous voyez votre mère, votre belle-mère ou des membres de la famille qui viennent vous visiter, on s'attend à ce que la femme, malgré le fait qu'elle travaille, qu'elle ait rangé la maison, qu'elle ait pris soin des enfants, qu'elle soit en mesure d'accueillir en fait toute la famille, toute la belle famille, de faire à manger peut-être pour 10 personnes. Et personne, en fait, ne va prendre en compte peut-être sa fatigue physique, psychique, mentale, émotive. Alors que je dirais, dans les autres communautés, je dirais qu'on a déjà eu cette prise de conscience ou cette prise de conscience. Pourquoi? Parce que le conjoint va se dire, attends, tu as déjà travaillé, attends, peut-être tu as lavé les enfants, tu as fait à manger, attends, laisse, je vais les coucher, laisse, je vais faire ça. Et en fait, même s'il ne partage pas la même charge en fait à la maison, il va apporter quand même sa pierre, il va quand même aider. Alors que je dirais, le poids peut-être de nos, pas générations, mais de nos communauté, c'est que implicitement, on attend que ce soit la femme qui fasse tout. Parce que dans notre système de pensée, c'est encore les femmes qui se doivent d'être au fourneau, qui se doivent en fait de faire à manger correctement pour tout le monde, d'accueillir, d'avoir une maison propre. Et le pire, c'est que on ne va même pas considérer que vous avez eu une grosse journée, que vous venez tout juste de rentrer du travail avec les enfants. On s'attend à trouver une maison propre. On s'attend à ce que le repas soit déjà prêt, en fait. Étant donné que vous êtes une femme internationale, vous êtes née dans un... Géographiquement, il y a un Congo qui est là,
Congo-Brazzaville, il y a une France qui est là, peut-être Paris, je ne sais pas. Il y a un Canada aussi, Québec, québécoise. Comment vous voyez toutes ces trois cultures dans une personne? Mais je trouve, selon moi, c'est une richesse. Parce que là, c'est vrai qu'on a juste parlé de peut-être 3 différents ports d'attache, mais j'ai eu l'occasion, pendant une dizaine d'années, d'habiter un petit peu partout dans le monde. Donc, j'ai beaucoup habité dans les Antilles, Donc, c'est vrai qu'on me prend beaucoup pour une Antillaise quand on me voit, quand on me rencontre la première fois. Beaucoup de langues que je comprends aussi. Mais pour moi, c'est une richesse parce que chaque culture où j'ai eu l'occasion en fait d'aller, de vivre, je me suis imprégnée, puis je dirais que j'ai récupéré tout ce qui fonctionnait. Tout, par exemple, quand je me disais, là, par exemple, dans les familles, il y a ça qui fonctionne, tiens, je prends. Même d'un point de vue professionnel, quand j'allais à des endroits, puis je voyais qu'ils étaient vraiment performants, productifs, compétents, je prenais. Puis par contre, tout ce que je voyais un petit peu... peut-être non pas douteux, mais nébuleux, en fait, je disais, OK, mais je laissais de côté, en fait, je prenais pas. Et je trouve que c'est une richesse parce que c'est un gros bagage que je peux, à mon tour, transmettre, que je peux, à mon tour, en fait, apporter dans les communautés. Parce que je dirais que mon héritage n'est pas uniquement français, il n'est pas congolais, il n'est pas antillais ou guadeloupéen ou peu importe, en fait, il est international. Et ça, c'est une richesse. Étant donné que vous connaissez tout ce monde, au niveau des clients, de la clientèle femme, est-ce que vous recevez plus les gens d'autres pays ou les gens d'ici? En fait, je dirais, quand on s'arrête peut-être physiquement à ma couleur de peau, les gens vont eux-mêmes se construire en fait des blocages ou des barrières. Parce que ils vont se dire, tiens, puisqu'elle est afrodescendante, peut-être qu'elle vise plus la communauté afro. Et en fait, pas du tout. Et finalement, c'est quand souvent je fais des salons d'exposition que là, des salons d'exposition Oui. Par moment, j'en fais, Et quand j'en fais, je rencontre... La dernière, à peu près Juillet 2025, le dernier, voilà. Et puis, je dirais que quand je suis en salon d'exposition, que j'ai à rencontrer en fait des femmes d'autres cultures, elles sont toujours intriguées, intéressées par les services, parce que c'est vrai que j'ai un gros stand, c'est très visuel, c'est très parlant, donc ça attire vraiment beaucoup, hommes comme femmes. Et puis, quand on échange, et elles se rendent compte que je suis capable de les resituer en fait par rapport à leur culture, que je suis capable en fait de nommer en fait des traditions qu'elles ont, ça les interpelle. Et là, elles se disent, tiens, en fait, peut-être que vous êtes la personne dont j'ai besoin. Alors que d'un premier abord, si par exemple elles me trouvent sur les réseaux sociaux, elles vont prendre le temps de me suivre peut-être pendant plusieurs mois pour être sûres vraiment que je suis la personne qu'il leur faut. Mais quand elles échangent avec moi, puis je suis capable un petit peu de leur replacer en fait le contexte de la maternité par rapport à leur culture, leur tradition, et vraiment, elles sont agréablement surprises. Et si vous recevez, par exemple, une femme congolaise, vous lui dites quoi? À Lingala, en beauté, ma soeur, à Lingala. Là, je dirais que c'est un petit peu plus difficile pour moi. Je vais comprendre un petit peu, mais je ne parle pas. Mais je dirais que là, souvent, la difficulté par rapport aux femmes congolaises... Je dis ça parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'aborde en dehors d'ici du studio, on me dit toujours comment vous y êtes. Mais moi, je dis, oui, mais moi, je ne suis pas haïtien, là. Et après ça, non, oui, ok, désolé, je pensais que vous étiez haïtien. J'ai dit, non, ok, en tout cas, désolé. Oui, mais ça permet... Mais si on parle la même langue, le même langage, je pense que c'est plus facile d'attirer la clientèle ou les gens vers nous. Oui, tout à fait. Mais je dirais que dans nos cultures, que ce soit congolaises, afrodescendantes, on a souvent l'héritage de la transmission qui est donnée par les mères, les tantes, les cousines. Ce qui fait que le genre de service que j'offre, que je propose, souvent les gens pensent, pas à juste titre, mais qu'elles sont compétentes pour se positionner, pour accompagner, pour offrir en fait ce genre de choses. Et finalement, quand elles se rendent compte que, attendez, moi j'apporte quand même un œil professionnel, un œil médical, je suis quand même inscrite à un ordre. Donc c'est quand même des valeurs qui sont mesurables, vérifiables. Et puis, je vous inscris aussi avec cette culture, dans la culture où vous vivez, que ce soit le Québec, que ce soit la France, on va mixer en fait ces deux cultures ensemble et on va faire quelque chose. Et c'est ça, je dirais, que j'offre et que j'apporte. Très cher, on va aller à la pause. Très chers téléspectateurs, on va prendre une petite pause et on vous revient avec Dr. Denis Mukwege. Mais il ne veut pas être là.
Mais on va parler un peu de son livre, le sujet, la visite au Canada et tout ça. Reste là, ne quitte pas. Ici même chez Ngas TV, c'est la meilleure. À tantôt. Hey, bonne nouvelle. Est-ce que tu sais qu'à partir du Canada, tu peux payer la lumière, payer l'eau et même payer l'abonnement Canal Plus de tes parents au Cameroun? Est-ce que tu sais qu'à partir du Canada, tu peux gérer le loyer de ta soeur au Nigeria par virement bancaire? Vieux frère, est-ce que tu sais qu'à partir du Canada, tu peux envoyer l'argent direct dans le wallet de ton frère Abidjan? Oui, tout ça est possible en un seul clic grâce à Afrique Remit. Afrique Remit fait tout en dehors du transfert d'argent. En plus, c'est gratuit, rapide, fiable et ça te rapproche de ce que tu aimes. Pour toutes vos transactions immobilières, vente et achat de condos, maisons unifamiliales, immeubles à revenus, centres commerciaux, entreprises, stations-service, résidences pour personnes âgées ou RPA, terrains résidentiels et commerciaux, mais aussi pour vos projets de construction neuve, résidentielle. Apolline Sylviane Djoko, expert comptable, courtière en immobilier résidentiel et commercial, prend votre confort en main, fait la validation et la vérification des informations, analyse tous les ratios de rentabilité pour vous aider à faire le bon choix et prendre la bonne décision. Contactez Apolline au numéro 514 358 60 41. Couronnez la meilleure au Award Ngas TV avec Apolline Sylviane Djoko, clé en main sans stress. Hey, bonne nouvelle. Est-ce que tu sais que... Oh, voilà, nous sommes de retour. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? On va parler du docteur Denis Mukwege. C'est un homme afro. Oui. Du Congo-Kinshasa. On dit RDC. Écoutez, moi, avec mon invité spécial, Priscille, on va essayer d'aller chercher des informations très importantes. Je ne sais pas si vous voyez, en bas de la télé, ça passe quelque chose. Comme un titre, par exemple, « Rôle de la femme en milieu familial ». C'est bien ça. Mais ça fait partie de tout un contexte aussi que on parle de droit, justification pour toutes les femmes et les filles. Dans le fond, c'est la même chose. Alors, Priscilla, ça va? Ça va toujours, merci. Toujours bien souriante, électrisante. On va parler un peu de Dr Mukwege. Dr Mukwege, c'est un homme qui concerte les femmes. Moi, j'étais étonné de voir son titre. Et pour la première fois, je l'ai vu ici à Montréal. Il a fait des conférences, il a passé dans les universités aussi. Donc, c'est quelque chose que peut-être a été désigné d'avance par le Très-Haut, le Dieu, pour que lui, sa mission soit celui-là, parce qu'avant lui et après, il n'y a personne d'autre qui est arrivé dans le monde entier pour faire ce qu'il fait. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui?
Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est un homme que j'admire vraiment énormément. Il est multicasquette, il est auteur, conférencier, il est docteur, chirurgien, obstétricien, peut-être même pasteur aussi. Donc vraiment, il a un rôle quand même assez élargi, assez large, mais il est surtout en fait connu pour avoir remporté le prix Nobel de la paix en 2018. Et ce prix Nobel de la paix, c'est parce qu'il milite aussi beaucoup en politique. Et il est aussi appelé le docteur qui répare les femmes. Pourquoi? Parce que dans sa région du Congo, il œuvre avec toute une équipe et avec le soutien en fait de l'Occident pour construire des hôpitaux, des cliniques et pour rendre accessibles gratuitement les soins en fait gynécologiques obstétricaux, à toutes les femmes justement victimes en fait de blessures de guerre, de mutilations, de viols, parce qu'on sait que dans la région où il est, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et puis, lui, il s'est donné en fait ce mandat, cette mission en fait de réparer les femmes et de les guérir, pas uniquement en fait physiquement, mais mentalement, psychologiquement. Voilà. Vous, en tant que femme, est-ce que vous pensez en guérissant une femme à l'extérieur, l'intérieur reste guéri aussi, ou il y a un processus long pour justement guérir cette personne? Vous avez dit qu'il y a un accompagnement tout à l'heure des autres médecins. Oui, exactement. En fait, il faut savoir que le docteur Denis, il ne travaille pas seul. Il a toute une équipe en fait autour de lui pour l'accompagner. Lui, c'est juste le chirurgien qui va opérer et qui va réparer dans la mesure du possible. Et puis autour de lui, il a toute une équipe de professionnels aussi en santé qui vont œuvrer pour justement accompagner toutes ces femmes qui sont meurtries autant de l'intérieur que de l'extérieur à retrouver en fait une dignité, à retrouver en fait une identité, à se réapproprier aussi leur corps. Et pour ça, en fait, quand on parle de cheminement intérieur, le parcours est long. C'est pas parce que du jour au lendemain, en fait, on a été reconstruit, on a été peut-être, on a retrouvé peut-être des organes génitaux, que en fait, ça y est, on est guéri. Tu sais, je dirais qu'il y a vraiment des traumas, des blessures qui sont là, qui sont réelles, qui sont profondes, et il y a tout un accompagnement psychologique pour redonner foi en fait en l'humanité, pour redonner espoir en fait aux femmes, et surtout pour bannir la peur de toutes les femmes en fait. Aussi, parce que quand le traumatisme. Mais c'est ça, parce que quand on dit que c'est une arme en fait de guerre dans cette région puis dans d'autres régions du monde, ce qui se passe, c'est que quand des femmes apprennent que là-bas il y a un groupe de femmes qui a été tué, torturé, violé, et en fait on apprend ça, on commence à cultiver, à nourrir la peur, et là on se dit en fait il faut quitter. Donc avec argent, sans argent, à pied, on va ramasser ce qu'on peut puis on va fuir. Et là en fait je dirais que le travail de cette équipe en fait du docteur Denis, c'est justement en fait de redonner la foi un petit peu aux gens, de leur redonner espoir et la force en fait de ne pas quitter, mais de conserver en fait leur terrain, leur maison et d'être accompagnés psychologiquement. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi je pense que la reconnaissance au niveau du berceau de l'humanité, le continent africain, ça devrait être première avant que les internationales ou les internationaux donnent le pouvoir à la personne qui se distingue ou qui se distingue dans tous les domaines. Pourquoi? Comment vous pensez ça? Par exemple, une personne qui fait en sorte qu'elle est capable de réparer les femmes. Et au niveau de son pays, il n'est pas reconnu, mais à travers l'international, il est reconnu. Pas seulement lui, je ne sais pas si vous avez accompagné la CAN au Maroc. Il y a un gars qui se nommait quelque chose comme... Il a incarné Patrice Lumumba. Oui, je l'ai vu. Il a resté 80 minutes par le match entre le Congo et d'autres équipes, pendant 90 minutes debout. Et c'est là que les autres d'autres pays ont fait la manchette partout dans le monde. Il a été reconnu. Et en retournant, il a reçu même un cadeau comme une voiture et d'autres choses. Comment vous voyez ça au niveau du berceau de l'humanité? Je dirais que... Ça, c'est un point de vue personnel. Je dirais que c'est un enjeu aussi très politique. C'est purement... c'est très politique et c'est justement pour ça en fait que le docteur Denis, je pense, est très combattu en fait là-bas au Congo. Et puis, oui, il y a déjà eu plusieurs tentatives de meurtre contre sa personne. Il y a eu... En fait, il dérange. Et pour ça, il fait du bien. Il fait du bien, mais je dirais d'un point de vue
politique locale, en fait, il dérange les autorités en place. Parce que, bon, moi, je suis pas là-bas, donc je suis pas interne vraiment à tout ce qui est politique là-bas. Mais je dirais que il fait du bien. Il répare les femmes, mais c'est comme s'il était considéré comme un résistant vis-à-vis, en fait, des politiques qui sont en cours, des politiques qui sont en place. Mais sur la scène internationale, en fait, on reconnaît sa bravoure, on reconnaît en fait son courage, on reconnaît que c'est vraiment incroyable en fait tout ce qu'il fait. On reconnaît que oui, il sauve des vies, oui, il est capable en fait de guérir et de reconstruire en fait là où on pensait qu'il y avait plus d'espoir, parce que d'un point de vue purement médical, quand il expose en fait les cas qu'il a déjà eus, on se dit c'est impossible en fait qu'il y ait quelque chose en fait de bon, voilà, qui ressortent en fait de là, c'est quasi impossible. Et lui, en fait, après peut-être des fois 2, 3, 4 chirurgies, finalement, il arrive vraiment à reconstruire toute une femme. Oui, c'est ça. Et ça, en fait, quand on est vraiment purement scientifique, chercheur, professionnel de la santé, on reconnaît en fait que c'est un exploit. Donc on peut que l'applaudir et on peut que en fait vouloir le récompenser en fait pour ce qu'il accomplit. Voilà. Oui, c'est ça. Et pourtant, c'est un enfant du pays. Mais peut-être, moi aussi, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. On dit que les saints ne font pas des miracles dans leur terre natale. Hein? Oui, moi, je connais un autre adage qui dit que nul n'est prophète, en fait, dans son pays. Ah, voilà. Et quand on dit ça, mais est-ce que ça vient rejoindre un peu... C'est synonyme. C'est une prophétie, hein? Oui, mais c'est vraiment synonyme, en fait. Les deux sont synonymes, mais ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. C'est que souvent, on va être reconnu, valorisé en dehors, en fait, de notre pays, de notre... Voilà, c'est ça. Parce que eux, ils vont savoir, en fait... évaluer en fait ou valoriser notre expertise. Alors que je dirais parfois au sein de notre communauté ou dans notre entourage, tout le monde ne va pas nécessairement se réjouir en fait de notre succès. On va le voir, par exemple, on peut avoir des fois des amis, du moment qu'on est au même niveau, tout va bien, on est bons amis, on s'entend bien, on rit ensemble. Mais dès qu'en fait vous allez commencer à vous élever, dès qu'on va commencer en fait à vous propulser, vous mettre en avant, vous allez voir en fait que ces mêmes amis qui riaient avec vous ne vont plus rire avec vous. Ces mêmes amis qui supposément en fait auraient dû vous soutenir parce que c'est votre ami, ne vont pas vous soutenir parce qu'en fait il y a une forme de jalousie. Il y a une forme peut-être de jalousie entre eux, et c'est les mentalités peut-être où on a encore besoin de travail, où on doit encore se dire que finalement, quand une personne est en train de monter, de s'élever, elle va elle aussi commencer à élever les autres, à élever la communauté avec elle. Et malheureusement, je dirais que dans les communautés afro, ce qu'on voit beaucoup, je citerai pas de pays, mais parfois on voit un président, un ministre, il est nommé, il est placé, on va voir que toute sa famille est bien en fait. Toute sa famille peut-être roule en belle voiture, a des avantages, des appartements, beaucoup d'argent. Et en fait, ça va pas les interpeller de voir que autour d'eux, les gens marchent sans chaussures. Autour d'eux, en fait, les gens n'ont pas d'électricité, il y a du délestage. Autour d'eux, l'accès à l'eau courante, c'est difficile. Et ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut être une communauté forte, il faut que tout le monde autour, en fait, soit élevé ou commence à s'élever. Si nous sommes les seuls, en fait, je dis toujours, à être élevés, la communauté, en fait, elle n'est pas forte. Et même sur le plan international, on n'a aucune crédibilité. C'est ça. Mais il y a quelqu'un que... j'étais en conversation avec quelqu'un, il a dit... Louise, un gars sud-africain, il a dit que même si je donne tous les millions que j'ai à la population, il y aura toujours des pauvres. Est-ce que tu penses à ça aussi? Je pense que c'est vrai, malheureusement. Pourquoi? C'est parce que on n'a pas changé notre système de pensée. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a été éduqué, demain, on lui remet en fait une valise avec 1 million dedans. Il va se dire, 1 million, peut-être qu'il va prendre juste 1000, qui va se dire, ça c'est pour mes dépenses, et tout le restant, en fait, il va se dire, ça j'investis. J'investis, c'est-à-dire que je vais créer de l'emploi. Je vais peut-être aller construire des biens immobiliers qui vont rapporter de l'argent. En fait, c'est la mentalité qui est différente. Avec cette mentalité-là, en fait, lui, il va s'enrichir, il va créer de l'emploi, et puis il va pouvoir, en fait, aider les autres autour. Mais on dit, on a beau peut-être donner une valise d'1 million à un pauvre, il sera toujours pauvre, parce que sa mentalité n'est pas changée, n'est pas transformé en fait. Avec 1 million, il va se dire, tiens, il va courir s'acheter une voiture, il va s'acheter à manger, il va peut-être s'acheter une belle télé parce qu'il n'a jamais eu de télé, mais malheureusement, il ne va pas penser que la maison, il faut aussi la changer. Donc,
Il y a un petit peu tout ça, c'est l'éducation. Et justement, en fait, notre travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans d'autres sphères un petit peu d'influence, c'est aussi de sensibiliser, c'est-à-dire éduquer aussi, nos communautés, éduquer en fait financièrement. Bah tiens, l'argent, on t'a jamais appris à le gérer, je vais t'apprendre comment gérer ton argent. La santé, on t'a jamais appris comment prendre soin de toi. Bah, aujourd'hui, je vais t'apprendre en fait qu'est-ce que c'est que la santé, qu'est-ce que c'est que le bien-être, qu'est-ce que c'est, parce que être en santé, c'est pas se tenir debout, puis marcher, puis être fonctionnel avec ses doigts en fait. Être en santé, ben c'est de ne pas avoir de maladies en fait dans notre corps. Si on a des maladies, ben c'est être observant en fait dans le programme thérapeutique pour pouvoir en fait se soigner. Et c'est aussi mentalement, parce que pourquoi on voit énormément de personnes riches qui se suicident? Oh oui, c'est ça. Il y a un problème quelque part. C'est quoi le problème? Ben, en fait, c'est que ils ont ouvert la porte déjà à la dépression. Puis la dépression est très amie en fait avec les idées suicidaires, les envies de suicide. Mais c'est surtout en fait que on ne les a pas éduqués, on ne les a pas formés en fait au bien-être. Parce que je dirais que c'est nouveau. Ça fait peut-être 2-3 ans, en tout cas ici au Canada, qu'on commence à parler d'enjeux de santé mentale. Avant, on ne parlait pas d'enjeux de santé mentale. On ne faisait même pas de conférence sur la santé mentale. Et pourtant, quand on va regarder la définition de l'OMS au niveau de la santé, quelqu'un en bonne santé, selon l'OMS, c'est quelqu'un en fait qui est en bonne santé physique, mentale, morale, psychique. C'est tout ça. Donc, quand il y en a un des 3, des 4, des 5 qui est absent, qui est bancal, on n'est pas en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il y a des enjeux en fait de dépression. Puis quand en fait on est installé depuis trop longtemps dans la dépression, ben après c'est l'autoroute en fait pour le suicide, je dirais. Donc là aussi c'est important d'être accompagné. Avez-vous vécu la COVID-19 au Canada ou ailleurs? Est-ce que vous avez vécu au Canada ou J'étais au Canada. Ok. Parce que selon les bilans, on dit que c'est après la COVID que tout ça se sont manifestés encore davantage. Est-ce que vous pensez à ça ou ça existait déjà depuis très longtemps? En fait, ça existait, mais je dirais que on était tellement occupés à meubler. On court au travail. Après le travail, c'est un 5 à 7. Après le 5 à 7, bah tiens, je t'invite à mon mariage, je t'invite à mon baptême, je t'invite à mon anniversaire. En fait, on est tellement occupés on oublie qu'on va mal, entre guillemets. On va mal, on a comme une sorte, je dis je généralise, je parle pas de moi, mais de manière générale, il y a comme un mal-être ou un malaise qui est là, en fait, il est profond, il est réel. Et malheureusement, en fait, on n'est jamais allé investiguer. On n'est même jamais allé chercher, en fait, la cause de ce malaise ou de ce mal-être. Et puis, étant donné qu'on est occupé, on est toujours en train de courir au travail, on a beaucoup de responsabilités, on rentre à la maison, on est fatigué, on dort, on ne prend pas le temps, entre guillemets, de s'arrêter pour se dire, en fait, il y a quelque chose en moi qui va pas bien. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller consulter. Et en fait, ce qui s'est passé pendant la pandémie, on s'est retrouvés seuls chez soi, pour ceux qui vivaient seuls. On s'est retrouvés peut-être seuls avec le conjoint en face à face, puis je dirais, on a appris à le découvrir, parce que en fait, on le connaissait pas. Peut-être qu'on était mariés, mais on se voyait pas, puisque chacun part au travail, on se voit peut-être 2 heures, 3 heures par jour, finalement. Ce n'est pas représentatif, en fait, peut-être du caractère, de la personnalité de la personne qu'on a mariée. Parce que là, quand on passe de 2 à 3 heures par jour à finalement du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là oui, il y a eu des enjeux, en fait, de violence conjugale, qu'il n'y avait pas avant. Il y a eu des enjeux, en fait, de santé mentale, parce que finalement, on s'est retrouvés seuls face à nous-mêmes. Habituellement, on pouvait à chaque fois se cacher en se disant, je vais au travail, je vais marcher, je vais faire ci. Mais là, en fait, on est confinés à la maison. On n'a pas d'activité, il n'y a rien à faire. On découvre peut-être un conjoint, une conjointe, puis c'est apeurant en fait. Puis les gens se rendent compte que finalement, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'au sortir de la pandémie, on a vu énormément de foyers brisés, des familles qui se sont dit, finalement, on ne s'était pas rendu compte avant, mais ça ne fonctionne plus. On va faire une garde partagée pour les enfants, pour le bien-être. On met le bien-être en avant, mais finalement, personne ne sait réellement ce que ça implique, en fait, le bien-être. Dans tout ça, on rentre aussi dans le rôle de la famille, de la femme, dans le foyer. Oui. Qu'est-ce que vous pensez dans ça? Le rôle de la femme? Je dirais que la pandémie, peut-être, a eu du bon par rapport au rôle de la femme, parce que ça a permis, en fait, de rendre visible tout ce travail, en fait, non rémunéré, invisible. Parce que les femmes, ce qu'il faut dire, c'est peu importe, en fait, le statut de la femme, qu'elle soit entrepreneur, qu'elle soit monoparentale, qu'elle soit salariée précaire, qu'elle soit
racisées, c'est sûr que c'est des réalités différentes, mais toutes portent en fait la même charge mentale. Quand il y a un foyer, en fait, quand il y a des enfants, quand il y a un conjoint, elles ont toute cette charge un petit peu invisible de se dire que le foyer doit être propre, l'environnement doit être sain, en fait, parce qu'il faut que ce soit quand même salubre autour de nous. Il faut que on pense en fait qu'est-ce qu'on va manger toute la semaine. Oui, c'est pas juste aujourd'hui, bah tiens, je fais des lasagnes et puis demain je ferai un pondou. Non, 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 c'est pas ça. C'est moi j'ai fondu aussi. C'est tous les jours de la semaine, je dirais. Les femmes ont cette charge de ah ben non, il faut renouveler, il faut penser. C'est comme un emploi du temps, un planning où on va penser le calendrier culinaire en fait de la famille. Oui. Quand c'est pas le foyer culinaire, ça va être les tâches ménagères. Il faut penser à une organisation. Il faut faire la lessive. Il faut nettoyer. Il faut accompagner les enfants à l'école, aller les récupérer, il faut surveiller les devoirs, il faut les coucher, il faut les lever, s'assurer qu'ils soient propres pour aller... Donc, c'est vraiment énorme. Là, j'énumère, mais encore, c'est restrictif ce que je dis. Mais en gros, quand une femme se couche le soir, son cerveau n'a pas fini de tourner. Il tourne encore, elle réfléchit encore, elle pense encore. Est-ce qu'elle a tout fait? Est-ce qu'elle a pensé à tout? Qu'est-ce que je veux m'habiller? Mais c'est ça, mais même avant de penser à elle-même, elle va penser comment les enfants vont s'habiller. Oui. Est-ce que j'ai lavé en fait le linge pour les enfants? Est-ce que en fait j'ai préparé d'avance le linge pour les enfants? C'est tout ça. L'homme, il finit sa journée, il a bien mangé, repu, il est content, il se couche en fait. Vaut mieux être homme ou femme? Selon vous? Mais je sais pas, je pense qu'il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés, parce que si on parle par exemple des droits de la femme, si on parle contraception, vous savez ce que c'est la contraception? Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà pris la contraception une seule fois dans votre vie? Non, mais jamais le condom. Oui, mais est-ce que vous savez que la contraception masculine existe? Jamais cherché ça, ça m'intéressait même pas, ça m'intéresse pas. Est-ce une réponse normale? Ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour taquiner ou quoi que ce soit, c'est juste pour dire que même la charge en fait de la contraception repose sur les femmes. Ça veut dire qu'on part du principe que si, non pas on doit se protéger, mais si on ne veut pas d'enfant ou d'avoir un enfant supplémentaire, ça existe pour l'homme aussi, pour les hommes? Oui, c'est nouveau. Okay. En fait, il y a beaucoup... ouais, mais quand je dis nouveau, ça fait peut-être au moins 3, 4, 5 ans que la contraception masculine existe. Okay. Sinon, la vasectomie a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé. Mais je ne suis pas du tout en train de prôner ça. Hein. Ce n'est pas le message en fait, que je souhaite transmettre aujourd'hui. Mais c'est pour dire que même en fait, la contraception est sur les épaules la charge en fait, encore mentale, morale de la femme. Parce que c'est à elle de penser, il faut en fait, si on veut pas, on a déjà X, Y enfants, si là pour le moment on n'est peut-être pas en mesure d'en accueillir un nouveau, c'est à moi de penser, parce que c'est pas l'homme qui va penser. Donc c'est elle qui va prendre une mesure soit radicale, soit se dire, il y a des mesures. Je vais aller chercher peut-être une pilule, peu importe la méthode en fait contraceptive, c'est elle qui va avoir encore cette charge-là. Et ça en fait, quand on parle même d'égalité homme-femme, les femmes sont toujours en train de revendiquer, d'avoir une place égale à celle de l'homme. Mais la contraception devrait être aussi, je dirais, un sujet égalitaire même au niveau des hommes. Oui. Et c'est rare, en fait, de voir dans des foyers un homme qui va dire, écoutez, moi, oui, j'ai subi une vasectomie. Il y en a certains, mais en fait, on dirait que... Ça fait partie c'est des cultures différentes, c'est pour ça. Oui et non, parce que moi, on ne fait pas ça, toi. Moi, voilà, je ne peux pas nommer de cas, mais je dirais que dans mes clientes, j'ai des conjoints qui ont subi des vasectomies. J'ai des clientes aussi, ça m'avait fait sourire parce que j'ai une cliente qui venait tout juste d'accoucher et qui m'a dit en même temps qu'elle a accouché par césarienne, elle avait demandé en fait la ligature des trompes. C'est comme la vasectomie. C'est comme une contraception définitive. C'est pas réversible en fait. Et là, quand je l'ai questionnée, je lui ai dit, mais est-ce que ton conjoint, en fait, était d'accord? Est-ce que ton conjoint approuve? Elle m'a dit, ça ne le regarde pas, c'est mon corps, et s'il n'est pas content, il peut partir. Ah, ok. Et là, ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, mais c'est quand même assez fort, un petit peu comme décision, un petit peu seule. Mais elle, en fait, partait du principe que c'est son corps, et si le conjoint, en fait, avait d'autres projets, en fait, pour la famille, pour elle, il ira faire ses projets ailleurs, en fait. Ok. Mais ça fait aussi la prochaine, le prochain couplage.
Oui, Ça certaines... peut affecter aussi. Oui, oui, À et, moins que la personne trouve une personne compatible qui accepte oui, la situation. mais c'est surtout que pour moi, selon moi, en fait, d'après mes valeurs, c'est des choses qu'on discute en couple, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas une décision qu'on va prendre seule puis on va partir faire, en fait, parce que peut-être que la femme ou l'homme avait une vision différente. Ouais, c'est ça. Mais je dirais que c'est propre à chaque famille. Et voilà, c'était un exemple parmi d'autres, en fait, pour dire que la contraception, c'est une charge qui repose uniquement, en fait, sur les épaules des femmes, alors que dans nos sociétés actuelles, il y a aussi les hommes qui contribuent, qui Ouais, participent. c'est ça. Et ici, si par exemple on parle de la loi 2 au Québec, Oui. qu'est-ce que vous en direz? La loi 2, je dirais qu'il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, très peu de personnes se sont senties concernées. Les médecins de famille, les professionnels de la santé se sont sentis concernés parce qu'on a tous un intérêt, je parle en tant que professionnel de la santé, vis-à-vis de cette loi. Quand on regarde, moi, par exemple, mon entreprise, c'est une entreprise de services dédiée au bien-être des femmes enceintes, des nouvelles mamans, des futures mamans. Donc, en fait, on veut vraiment redonner une place, en fait, aux femmes. On veut redonner confiance aux femmes et c'est un lieu, en fait, de transmission, un lieu où les femmes, en fait, se sentent écoutées, valorisées, respectées. Ouais. Quand on parle de la loi 2, il y a en fait beaucoup de zones grises en ce qui concerne en fait le suivi des femmes enceintes, en ce qui concerne en fait le suivi des nouveau-nés, en ce qui concerne aussi les enfants, les prématurés qui vont naître ou les enfants en santé. Et là, je vais m'expliquer de manière un petit peu très simple et rapidement. C'est-à-dire que par exemple, là où actuellement au Québec, un médecin de famille pouvait décider en fait de prendre une femme enceinte et de la suivre pendant tout son cursus de grossesse, avec cette loi 2, en fait, et son application, cela signifie tout simplement que là où le médecin était, par exemple, de bonne volonté en disant, écoutez, moi j'ai de la place, dans ma charge de cas, je vais accepter peut-être de suivre peut-être 5 clientes qui sont sans médecin de famille, mais au moins, elles auront un suivi. Et puis, les médecins étaient rémunérés. Avec l'application de cette loi 2, ce que ça implique, que personne n'a compris, c'est qu'un médecin de famille ne pourra plus, en fait, avoir nécessairement ce loisir de se dire, je vais prendre peut-être 5 ou 6 clientes qui sont orphelines de médecins pour assurer le suivi, parce que cette loi sous-entend que les médecins seront récompensés par rapport à la quantité de patients qu'ils verront. La quantité de patients, ça ne s'arrête pas là. C'est pas le tout de dire, tiens, elle est enceinte, je vais faire son suivi. Là, c'est un nouveau-né, en fait, il faut faire un examen médical, je vais le prendre. Parce que d'un point de vue budgétaire, ce ne sera pas payant. Les médecins seront même pas fautifs, mais ils perdront en fait des points, ils perdront en fait un budget en suivant en fait de tels patients. Parce qu'une femme enceinte, elle est en bonne santé. Elle n'a pas de pathologie en fait sous-jacente. Donc, étant donné qu'elle est en bonne santé, ce n'est pas payant pour un médecin de famille de prendre une cliente qui est orpheline et d'assurer le suivi. Un bébé qui vient de naître, un nouveau-né, qui soit à terme, qui soit prématuré, son seul tort, peut-être, je dirais, c'est soit d'être né prématuré, mais d'être suivi, en fait, par un pédiatre, un néonatologiste, ça ne va pas être payant, parce qu'il est né prématuré, mais il n'est pas considéré comme ayant des pathologies lourdes qui vont rapporter autant financièrement au médecin ou qui vont coter, en fait, très haut dans la cote du médecin, qui vont lui permettre, en fait, d'avoir des bonus et des primes. Donc, c'est ça. Ça veut dire que même le temps qu'on aurait pu allouer à une femme enceinte pour son bien-être, pour maximiser en fait peut-être son bien-être physique, mental, psychique, émotionnel, là on va réduire, on va juste aller à l'essentiel, on va peut-être la peser, dire écoute, le cœur bat, la tension est bonne, ok, merci, on se voit le mois suivant en fait. Oui, mais la prise en charge du bien-être, la prise en charge en fait mentale, elle sera en fait mise de côté. Et quand on regarde en fait, d'après les indicateurs un petit peu de l'ONU, les droits à la santé, dans la santé, il y a aussi l'indicateur de bonne santé mentale, c'est-à-dire le droit à la prise en charge de la santé mentale. Okay. Voilà. Et comment on peut identifier une personne avec des difficultés déjà, mentale? C'est facile ou c'est un peu difficile? C'est difficile parce qu'il faudrait que cette personne aille consulter. Si cette personne est assise chez elle, si elle est entourée par la famille, puis si elle est peut-être même cachée ou invisibilisée par la famille,
personne ne saura qu'il y a des enjeux. Ok. En revanche, si cette personne, en fait, est sociabilisée, elle fréquente le communautaire, elle fréquente peut-être, elle a un travail, peut-être que, bah là, en fait, ça va être autant de filets de sécurité, je dirais, pardon, parce que toutes les personnes qui vont voir cette personne vont être capables de nommer, en fait, qu'il y a un enjeu de santé mentale. Il y a peut-être que là, elle va pas bien, peut-être que même la personne n'a pas conscience qu'elle va Oui, pas bien. c'est ça. Mais on va pouvoir lui nommer, ben écoute, ça fait quelque temps, je trouve que tu as des idées un petit peu noires. Je trouve que au travail, Tu es fermé. c'est ça, tu ne veux plus sortir, tu ne veux plus sociabiliser. Les 5 à 7, on te voit plus. Peut-être que ça peut être un voisin qui peut alerter en Oui, disant, c'est avant, on se croisait tous les jours, on se saluait. Peut-être qu'on avait l'habitude de prendre un café ensemble. Là, ça fait des mois, c'est plus le cas. Les volets sont toujours fermés. Tu t'habilles tout en noir, tu es cerné. Et en fait, c'est autant de personnes, même non professionnelles, qui vont être capables en fait d'alerter en disant là il y a un enjeu, là il y a quelque chose. Ouais. Et ça en fait ça va permettre une prise de conscience et peut-être même une prise en charge. Wow. Bien dit. Voilà. Le temps tire la fin. Écoutez, très cher téléspectateurs, il faut partager. Il faut partager ça, surtout aujourd'hui, parce que c'est très important. C'est un thème vraiment délicat. On commence le mois de mars chaud. Et n'oublie pas, cette semaine, il y aura encore Shenga TV Média. Soyez connectés. Soyez connectés. Branchez-vous. Nous sommes ici pour réaliser vos rêves. Écoutez, comment on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, je suis sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, sous le nom Intime Douceur, le nom de mon entreprise. Et vous pouvez également me rejoindre sur LinkedIn sous le nom de Priscilla Muriel Nkodia ou Intime Douceur. Voilà. Un message de la fin? Mais je dirais que le mois de mars, c'est l'entrée en fait vigoureuse dans le mois de l'histoire, enfin pas de l'histoire des Noirs, mais cette fois-ci en fait dans le mois où on valorise les femmes. Et c'est important en fait de valoriser chaque femme. Comme dirait en fait l'ONU, ce ne sont pas uniquement les institutions qui sont responsables du bien-être de toutes les femmes, mais nous avons aussi notre part, notre rôle à jouer au quotidien dans le soutien, l'accompagnement et l'écoute de toutes les femmes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Priscilla. Et j'espère que vous revenez ici encore. Mais avec les plaisir, portes oui. sont ouvertes. Et, Merci. ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous le plateau. Et donc, gardons les sourires. Oui. Très chers téléspectateurs, l'émission est arrivée à la fin. Le rôle de la femme en milieu familial. Et aussi, nous avons parlé de droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Soyez branchés, partagez. Moi, c'est Papa Tony. À la prochaine. Au revoir. Aïe! Aïe! Ouais. Mon dos! Aïe, aïe, aïe! Aïe, mon dos! Ouais! J'ai entendu croire! J'ai entendu croire! Ouais! 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 Ouais, mon dos! Ouais! Ouais! Matiseur, Oui, tu as un peu d'argent sur toi. même si c'est un enfant, il n'aime même pas. Mais on va maintenant faire comment? Appelez votre oncle qui est au Canada. Appelez-le, je vous envoie l'argent pour m'amener à l'hôpital. La dernière fois que tu l'as appelé, c'était quand? Non, la dernière fois qu'il avait appelé, il m'avait dit qu'il n'a pas de possibilité d'envoyer de l'argent. La possibilité? Papa, Demandez-lui d'utiliser Afrique Remit. Afrique Remit. Afrique Remit. Afrique Remit. C'est une application, un moyen d'envoi d'argent du Canada vers l'Afrique. Très rapide et à moindre coût. Et le moyen le plus sûr. Dès qu'il télécharge l'application, il utilise le code promote. Oui. Gas TV. NSGAS TV. Il envoie. Ça va arriver rapidement. Il y aura même davantage. Un peu de police. Ouais. Affaire Rémi. Hein? Ah, c'est bon, il m'a déjà fait le transfert. Tu as appelé? Il a dit papa, oui. Il a fait Affaire Rémi. Oui, papa, il m'a déjà fait le transfert. Afrique Remit. Alors, à l'hôpital. Pas à l'hôpital. Ouais. Merci, Afrique Remit. Grâce à toi, j'ai retrouvé la santé. Anina, pour tous vos problèmes d'envoi d'argent du Canada vers l'Afrique, utilisez Afrique Remit. Afrique Remit, Nina, c'est votre moyen le plus sûr
rapide et moins coûteux d'envoi d'argent. N'oubliez pas surtout d'utiliser le code promo NGAS TV. Votre famille doit recevoir en toute quiétude. Après Remit, tu es le vrai moyen d'envoi d'argent du Canada vers l'Afrique. Merci encore. GAS TV, la télévision de la diversité. GAS TV, la télé événementielle.